Bonjour, nous voici arrivés au 8e épisode de nos podcasts. Comme d'habitude, celui-ci commencera par un message de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. Ce message sera lu par Pascal Lamy, ancien commissaire européen. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. Chers amis, je vous invite à écouter pour revivre à 35 ans une aventure fabuleuse et unique dans l'histoire européenne qui a été le premier rallye raid Paris-Pékin en 1988. C'était 2 ans après ma première visite officielle comme président de la Commission européenne à Pékin. Témoignage de Christophe de Scheemaker, un des 2 partants belges au premier rallye raid Paris-Pékin 88. On a parcouru plus de 2000 km en passant par Multan, Lahore, où on a encore visité la fameuse mosquée Badshahie, donc une mosquée qui a été construite au XVIIe siècle, non loin de la frontière de l'Inde, impressionnant. Et bien sûr sur la route vers le nord, donc vers le Cachemire, on a eu passé par près des étapes importantes, Rawalpindi, Islamabad. Valérie Doer, équipage 29 du Paris-Pékin 88. Donc début août, vers le 5-6 août, on quitte Karachi, on récupère nos voitures et là, on s'aperçoit qu'il faut conduire à gauche, ce qui est déjà pas évident sur les routes qui sont encombrées de bus et surtout d'énormes camions, les trucks, des vraies œuvres d'art ambulantes, mais très dangereuses parce que ce sont les rois de la route. Donc attention, il y a un équipage d'ailleurs qui en a fait les frais, qui a eu un accident sur la route en remontant vers Islamabad. Alors pour nous, l'équipage 29, on roule 3-4 voitures toujours, suivant les indications donc de l'organisation. Et puis on prend la route qui va sur Islamabad, en longeant la vallée de l'Indus, magnifique. Bon, d'abord les routes sont complètement inondées avec la mousson, donc c'est assez impressionnant à voir. Et ensuite nous on a un petit problème mécanique, donc la voiture nous lâche et le joint de culasse est mort. Alors il va falloir faire face à la panne et grâce à Jean-Paul, donc le mécano de l'assistance, on peut effectivement, les gars vont réparer la voiture dans un village au Pakistan et puis le lendemain, après une nuit de réparation, on repart. On repart sur les routes, alors c'est un peu plus sec, je me souviens de lignes droites infinissables et des chiens, beaucoup de chiens errants. Moi je me souviens de m'être endormie au volant et tout d'un coup de m'être réveillée et puis bam, j'ai heurté un chien et ça m'a bien réveillée. Donc on continue. Je me souviens aussi qu'on s'est fait inviter par un chef de famille à manger chez lui. Je sais plus où c'était. C'était effectivement peut-être du côté d'Islamabad ou un peu avant. C'était vraiment super. On passe aussi quelques déserts sur la route du Pendjab. On s'arrête dans les petits restos-routes et on déguste aussi les fruits parce que la vallée de l'Indus, c'est magnifique. Des abricots incroyables et puis une population très souriante. On a ramené des super photos de visages et d'enfants très souriants. Et ça continue, donc on roule et on se retrouve tous. Donc après avoir passé Islamabad, on doit se retrouver à Gilgit. Et ça monte et on arrive vraiment sur les montagnes. C'est magnifique. Témoignage de Jean-Claude Thor. Ce 6 août, nous sommes prêts pour reprendre l'aventure, avec le départ pour la traversée du Pakistan et la montée vers l'Himalaya. Nous avons reçu pour consigne de rouler groupés, au moins 5 voitures plus un véhicule de l'organisation. Ici au Pakistan, il n'est pas prudent de se promener tout seul. Le départ, tant attendu, est donné à midi. Alain nous fait signe de prendre la route. Il nous faudra plus d'1 heure pour quitter la ville. Galérons à trouver la bonne direction. Plusieurs fois, nous serons amenés à faire demi-tour sur des conseils divergents des autochtones. Enfin, nous arriverons dans la campagne. C'est à ce moment-là que la pluie se met à tomber en trombe. Nous allons rapidement trouver des coulées de boue
en travers de la route. Certaines portions de la route ressemblent à une rivière, avec un courant très important. Heureusement, le 4x4 de l'organisation passe devant, permet de jauger la hauteur de l'eau et du niveau de danger. En milieu d'après-midi, la pluie cesse enfin, et nous pouvons voir un peu l'environnement. Le paysage est plutôt plat, la végétation est très rare. Nous croisons quelques villages. Les habitations sont plutôt de fortune, en toile, en bois ou en roseau. Parfois même en terre. Il y a beaucoup de monde sur le bord des routes. Il y a aussi parfois des animaux qui se promènent librement. C'est surprenant et inquiétant. La population semble pas être très consciente des dangers de la circulation. Ils marchent sur la route, traversent sans regarder et parfois stationnent en plein milieu. Longeons l'Indus et la région est très humide. Petit à petit, le paysage change à nouveau et devient plus agricole. En arrivant vers Hyderabad, nous décidons de nous arrêter sur un parking routier. Le jour décline vite et de toute façon, nous n'aurons pas le temps d'arriver à Sukkur dans les délais. Et la conduite de nuit ne nous tente pas du tout. D'autres équipages arrivent, puis toute l'organisation, camions d'assistance compris. C'est une vingtaine de véhicules qui se retrouvent à nos côtés. Nous avons juste le temps d'installer la tente avant de nouvelles pluies. La nuit sera agitée. Entre les moustiques, la chaleur, les coups de klaxon des camions qui filent dans la nuit. Nous constatons que des policiers en armes sont venus veiller sur notre campement. Nous repartons pour Sukkur, où nous arriverons vers 11h du matin. Le barrage sur le fleuve est magnifique. Il permet l'irrigation de toute la région avec un système complexe de canaux. Nous sommes invités par la police locale à boire du thé. Nous n'osons pas refuser une occasion pareille. Le thé est excellent et la conversation est intéressante. Plus tard, nous trouvons à nouveau la chaussée inondée. Pas le choix, il va falloir traverser. Heureusement, nous passons sans problème. Ce ne sera pas le cas de tous les participants. Certaines voitures restent bloquées au milieu de l'eau et le moteur cale. Rapidement, l'intérieur de la voiture se remplit d'eau. Dur. Un peu plus loin, je vois que nous croisons 2 camions immatriculés en Allemagne de l'Ouest. Je suis très surpris, je ne pensais pas rencontrer des transports européens aussi loin en Orient. Ce soir, pour rejoindre l'étape, nous allons conduire un peu de nuit. Bien sûr, il y a des pétons sur la chaussée, voire des gens assis au bord de la route. Les engins de toutes sortes circulent sans la moindre lumière, sans parler du bétail qui se promène. Nous arrivons à 20h30 à la gare de Multan. 2 groupes de voitures sont déjà là, mais pas l'organisation. Nous apprenons que l'auberge de jeunesse, notre point de rendez-vous, est fermée depuis longtemps. Nous partons rapidement à la recherche d'hébergement pour la nuit. Le lendemain, toujours pas de nouvelles de l'organisation. Daniel, qui dirige notre groupe, prend l'initiative de nous faire repartir direction Rawalpindi. Avec Guy, nous prenons la tête du convoi. La région est maintenant verdoyante et enfin très belle. Nous arrivons au pied d'une chaîne de montagnes. Nous allons devoir la gravir et les virages serrés se succèdent. Nous stoppons souvent en catastrophe pour laisser descendre des camions et des bus car la chaussée est très étroite. Cela promet du sport plus honneur sur les routes de l'Himalaya. Nous nous regroupons sur un plateau et ici la vue est magnifique. La région est très différente de la plaine de l'Indus. Les maisons sont en pierre et les villages sont plutôt propres. Aujourd'hui, nous devons aller jusqu'à Islamabad. C'est notre point d'étape. Nous nous regroupons dans plusieurs hôtels. Les messages entre les différents équipages circulent. Ce soir, toujours pas de nouvelles d'Alain et de son groupe. La fatigue est là et la tension monte. C'est seulement le lendemain matin, vers 10h, qu'Alain et Pascal arrivent enfin. Nous attendons midi pour quitter notre hôtel pour nous regrouper dans un autre, plus grand. Nous profiterons de cette pause pour faire la dernière vidange du voyage et une petite révision de la voiture. Bilan, la voiture est OK pour continuer. Tout va bien. Derniers équipages arrivent enfin au compte-gouttes. Nous en profiterons aussi pour faire quelques provisions pour les jours suivants. En fin d'après-midi, nous rentrons à l'hôtel juste à temps pour la conférence de presse. Alain fait une présentation du rallye aux journalistes. Il remercie aussi les autorités pakistanaises pour leur aide et leur accueil. Tout le monde n'était pas arrivé. Il manquait un équipage d'1 heure. J'apprends qu'ils avaient eu un accident avec un bus 2 jours plus tôt. Ils ont eu beaucoup de chance de s'en sortir, avec aussi peu de mal. Leur voiture, par contre, est morte. Ils doivent faire les démarches administratives pour régler le problème. La voiture doit être abandonnée là. Si tout se passe bien, ils seront rapidement récupérés et mis dans d'autres voitures. Sinon, ils seront bloqués au Pakistan et devront rentrer en France par leurs propres moyens. Le soir, un petit groupe part manger dans un bon restaurant. Nous n'aurons pas l'occasion de bien manger avant longtemps. Nous retrouvons là 3 Français de l'ambassade. Nous décidons de faire table commune avec eux. Ils font ici leur service civil. Le jeune médecin et sa femme sont grenoblois. Le 3e est attaché culturel. Il nous explique que le taux de scolarité est ici de 1% pour une population de 100 millions d'habitants. La conversation va bon train. Il est intéressant pour nous de savoir comment se passe ici la vie d'une ambassade et de son personnel français. Ce soir, nous sommes le 9 août, et même si nous n'avons pas ni gâteau, ni bougie, je fête dans la capitale pakistanaise mes 30 ans. Ce sera un souvenir inoubliable.
Le 8e épisode a été réalisé par Guy Pacalin, un des participants du rallye Paris-Pékin 1988.